Mon ex-fiancée m'a trompé et m'a dit que je ne trouverais jamais quelqu'un comme elle. Un an plus tard, je sors avec un mannequin qui a eu un béguin pour moi depuis le lycée. L'autre jour, en parcourant Reddit, je suis tombé sur un post parlant d'un homme dont la petite amie le trompait sans aucun scrupule. Elle était totalement honnête à ce sujet, comme si ce n'était pas important. C'était insensé et cela m'a fait penser à mon ex-petite amie. Je n'ai pas raconté cette histoire à beaucoup de gens, principalement parce qu'elle est longue et, honnêtement, ce n'était pas une période agréable à vivre. Mais après avoir lu ce post, je me suis dit, pourquoi pas? Autant en parler. Sachez que cela s'est produit il y a environ 2 ans. J'ai rencontré mon ex, appelons-la Chloé, via une application de rencontre. Ce n'était pas une de ces applications destinées aux aventures sans lendemain, mais plutôt une de celles qui étaient censées aider à trouver une relation sérieuse. À l'époque, j'avais 33 ans et elle en avait 30. Nous avons été mis en relation, nous avons discuté et une connexion instantanée s'est créée entre nous. C'est difficile à expliquer, mais nous nous sommes immédiatement compris. Nous partagions le même sens de l'humour, les mêmes centres d'intérêt, et nous pouvions parler pendant des heures sans jamais nous ennuyer. C'était très rafraîchissant. Après quelques semaines d'échanges en ligne et d'appels, j'ai fini par l'inviter à un vrai rendez-vous. J'étais un peu nerveux, pour être honnête, parce qu'elle était vraiment ravissante, je veux dire, d'une beauté à couper le souffle. Je ne veux pas insinuer que je suis un troll ou quoi que ce soit. Je pense être un homme d'apparence plutôt correct, mais elle jouait clairement dans une autre catégorie. Je me souviens avoir pensé à l'époque que je ne chercherais probablement rien de sérieux avec elle, parce que, vous savez, les filles comme ça ont généralement beaucoup d'options. Je ne voulais pas avoir le cœur brisé. Être avec quelqu'un d'extrêmement attirant est un problème étrange, je le sais, mais cela peut aussi apporter son lot de défis. Quoi qu'il en soit, elle a accepté le rendez-vous et nous avons passé un excellent moment. Cela n'a fait que confirmer tout ce que j'avais ressenti lors de nos conversations sur Internet. Nous avons commencé à nous voir plus fréquemment après cela, et très vite, notre relation est devenue officielle. Une chose qui me préoccupait sans cesse était l'attention qu'elle recevait des autres hommes. Elle m'en parlait de temps en temps. Même lorsque nous étions ensemble, un homme pouvait la draguer sans la moindre gêne sous mes yeux, ou elle recevait des messages d'hommes via les réseaux sociaux. Au début, cela ne m'inquiétait pas. Je lui faisais confiance. J'avais l'impression qu'elle n'était intéressée par personne d'autre et qu'elle était vraiment attirée par moi. Stupide, je sais, mais c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Je profitais simplement d'être avec elle et je ne voulais pas être le partenaire jaloux et insécurisé. Tout allait très bien, vraiment très bien, sauf un petit détail qui me restait en tête. Nous avions l'une de ces discussions tardives et folles où l'on parle de sujets aléatoires, et le sujet des passe-droits est venu sur la table. Si vous ne connaissez pas le terme, il désigne une situation hypothétique dans laquelle vous et votre partenaire pouvez chacun choisir une célébrité avec qui vous auriez le droit de coucher, sans que cela ne pose problème. C'est censé être une blague, un simple jeu, mais cela peut parfois révéler des sentiments sous-jacents. Bref, c'est elle qui a abordé le sujet, ce que j'ai trouvé étrange. D'habitude, c'est moi qui initie ce genre de discussions absurdes. Elle a dit que son passe-droit serait Justin Timberlake, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est un bel homme. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a ajouté, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de célébrités qui me diraient non, avec un léger sourire, comme si elle était entièrement sérieuse. Je savais qu'elle était belle, je l'avais toujours su, mais l'entendre le dire de cette manière m'a simplement dérangé. Elle semblait accepter l'idée qu'elle pouvait avoir à peu près n'importe quel homme qu'elle voulait, ce qui m'a mis mal à l'aise. Cela ne lui ressemblait pas non plus. Malgré son apparence, elle avait toujours été assez accessible. Mais là, cela sonnait comme de l'arrogance, et cela m'a mis mal à l'aise. Je n'ai rien dit sur le moment, j'ai juste ri et nous sommes passés à un autre sujet. Mais cette remarque est restée dans mon esprit. J'ai continué d'y penser durant les jours suivants. Finalement, le sentiment a disparu et les choses sont redevenues normales. Mais je ne l'ai jamais oublié. Le changement dans son comportement. Les choses allaient vraiment bien pendant un moment après cette discussion sur le passe-droit, mais ensuite, j'ai remarqué un changement dans son comportement. C'était subtil au début, mais avec le temps, c'est devenu de plus en plus évident. Elle a commencé à rentrer plus tard que d'habitude. Normalement, elle arrivait à la maison après le travail vers 18h, mais elle a commencé à rentrer à 19h, peut-être 19h30, voire plus tard. Et quelles étaient les explications qu'elle donnait? Elles étaient ridiculement faibles. Elle disait des choses comme « Oh,
J'ai perdu la notion du temps où j'ai croisé un ami et nous avons discuté un peu. C'était étrange parce qu'avant, elle était toujours très détaillée sur sa journée. Si elle était en retard à cause du travail, elle me disait tout, sur quel projet elle travaillait, avec qui elle avait parlé, et ainsi de suite. Maintenant, c'était simplement ces raisons vagues et insignifiantes. En plus de cela, elle est devenue très irritable. Si je lui demandais pourquoi elle était en retard, elle me répondait sèchement, devenait sur la défensive et disait que j'étais trop contrôlant ou que je ne lui faisais pas confiance. Je ne voulais pas me disputer, alors j'évitais généralement le conflit. Je ne suis pas une personne qui aime la confrontation, surtout quand quelqu'un est déjà de mauvaise humeur. Cependant, les nuits tardives ont continué, tout comme ses explications floues. Mon soupçon a commencé à s'intensifier. C'était comme une petite voix dans ma tête qui me disait « Il y a quelque chose qui ne va pas ici ». J'ai essayé de l'ignorer, mais cela devenait de plus en plus difficile. Confrontation et déni. Finalement, je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai demandé « Est-ce que tout va bien ? Tu sembles différente ces derniers temps. » Bien sûr, elle a nié. Elle a simplement répondu « Non, tout va bien, je suis juste stressée par le travail, comme d'habitude. » Je voulais la croire, et en fait, je l'ai cru. Quelques jours ont passé et les mêmes choses ont continué à se produire. Je ne pouvais plus garder cela pour moi. Je lui ai encore une fois fait savoir que son comportement était inhabituel et que cela m'inquiétait. Cette fois, elle a semblé comprendre ce que je disais. En réalité, elle s'est excusée, affirmant que c'était uniquement dû au stress et à la fatigue, insistant sur le fait que ce n'était rien de personnel. Je comprenais ce qu'elle disait, mais je n'arrivais pas à y croire. Après cette discussion, les choses semblaient s'améliorer, du moins en surface. Elle était plus réceptive et plus bavarde. Lorsqu'elle rentrait tard, elle me racontait des anecdotes sur ce qu'elle avait fait, mais elle sonnait creux. Il y avait quelque chose dans sa façon de les raconter, le manque de détails, l'évitement du contact visuel, qui ne semblait pas juste. Je me souviens d'une nuit en particulier, où elle est rentrée tard et m'a raconté qu'elle avait croisé un ancien collègue et qu'ils avaient pris un verre ensemble. À ce moment-là, j'ai su qu'elle mentait. C'était comme si une lumière s'était allumée dans mon esprit. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'ai eu une impression écrasante qu'elle cachait quelque chose d'important. Et c'est là que l'idée m'a traversé l'esprit, elle avait une liaison. Ce n'était pas juste un petit problème ou un malentendu. C'était une véritable liaison, totalement assumée. Je savais que je ne pouvais pas simplement laisser passer cela. Je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien. J'avais besoin de découvrir la vérité, d'une manière ou d'une autre. Son comportement avait radicalement changé par rapport à la femme que j'avais rencontrée au début. C'était impossible à ignorer. Ce n'était plus la personne dont j'étais tombé amoureux autrefois. Quelque chose n'allait clairement pas. Et j'étais déterminé à découvrir ce que c'était. D'accord. Je suis là, assis, convaincu que ma copine me trompe. Ma première pensée a été que je devais vérifier son téléphone. Après tout, c'est là que toutes les preuves devraient être, non? Messages, courriels, réseaux sociaux, tout. Mais j'ai vite compris que cela ne fonctionnerait pas. Tout d'abord, elle était toujours sur son téléphone, ce qui rendait quasiment impossible de le lui prendre assez longtemps pour mener une recherche approfondie. Même si j'y arrivais, je ne suis pas exactement un expert en technologie. Je ne saurais pas où chercher ni quoi chercher. Et de toute façon, elle aurait probablement déjà supprimé tout ce qui aurait pu l'incriminer. De plus, j'avais besoin de preuves solides. Je ne voulais pas juste tomber sur un message suspect et la confronter avec ça. Je voulais la surprendre en flagrant délit, savoir sans l'ombre d'un doute. Alors, j'ai décidé de procéder autrement. Engager un détective privé. Oui, je comprends, cela semble sortir tout droit d'un film. Mais j'étais désespéré. J'avais besoin de la vérité et je voulais quelqu'un qui savait ce qu'il faisait pour m'aider à la trouver. Je voulais savoir qui était cet homme et où il se rencontrait. J'ai fait une recherche sur Internet pour trouver des détectives privés dans ma région et j'en ai découvert un avec de bons avis. Je l'ai contacté et j'ai fixé un rendez-vous. Je me souviens avoir été extrêmement nerveux en entrant dans son bureau. J'avais l'impression d'accepter ma défaite. Je me suis assis en face de l'enquêteur, un homme qui semblait avoir tout vu avant. Je lui ai tout raconté, du début à la fin, de cette conversation dans le couloir aux soirées tardives et aux excuses bidons. Il a écouté calmement, sans m'interrompre, hochant simplement la tête de temps en temps. Il ne m'a pas jugé.
Il ne m'a pas fait me sentir stupide. Il s'est contenté d'écouter. Puis, il a dit qu'il avait déjà vu ce genre de situation des centaines de fois. Il préférait faire une surveillance sur 2 semaines, car ses sorties tardives étaient irrégulières. Mais cela allait être assez coûteux. Finalement, nous avons convenu d'une durée de 10 jours. Je lui ai donné toutes ses informations de contact, numéro de téléphone, adresse e-mail, lieu de travail. Avant de partir, il m'a dit de ne pas le contacter avant la fin des 10 jours, sauf en cas d'urgence. Ce sera difficile, m'a-t-il prévenu. Mais vous devez me laisser faire mon travail. J'ai accepté. Je savais que ce serait une torture, mais je devais lui faire confiance. Ces 10 jours ont été parmi les plus longs de ma vie. C'était terrible de savoir que cet enquêteur suivait ma fiancée et pouvait découvrir des preuves confirmant mes pires craintes. Je me sentais impuissant, condamné à attendre, à me poser 1000 questions et à imaginer toutes sortes de scénarios. C'était impossible de me concentrer sur autre chose. Le travail était un cauchemar. Je ne dormais presque pas. Je mangeais à peine. Et le pire dans tout ça. Durant ces 10 jours, elle est rentrée tard presque tous les soirs. 3 fois, elle est rentrée après 21h. Avec les mêmes excuses pathétiques et fatiguées, j'avais des plans de dernière minute avec des amis. La circulation était terrible. Elle n'avait pas la moindre idée que, chaque fois qu'elle prononçait ces mots, elle ne faisait que renforcer mes soupçons. Chaque fois qu'elle rentrait tard, je pensais, d'accord, c'est là. C'est le moment où l'enquêteur va l'attraper. Cela lui offrait simplement plus d'opportunités d'obtenir les preuves. J'avais besoin de la vérité. Elle allait enfin éclater. Finalement, la période de 10 jours s'acheva. L'enquêteur m'appela précisément à l'heure convenue. Il ne dit pas grand-chose au téléphone, simplement qu'il avait les informations dont j'avais besoin et me demanda si nous pouvions nous voir en personne. J'ai répondu oui, absolument. C'était quelque chose que je devais entendre en face à face. Je ne pouvais pas supporter d'apprendre une nouvelle pareille par téléphone. J'avais attendu ce moment pendant ce qui m'avait semblé être une éternité, et j'avais besoin de voir son expression pour être certain que ce qu'il me disait était vrai. Je pris la route vers son bureau, mes mains tremblant sur le volant. J'avais un nœud à l'estomac. En entrant, il était assis, un dossier en papier craft posé sur le bureau devant lui. Il me fit signe de m'asseoir. Puis, il me demanda si je voulais qu'il m'explique simplement ce qu'il avait découvert ou si je préférais examiner le contenu du dossier moi-même. J'ai dit que je voulais l'entendre de sa bouche en premier. Je pensais que cela atténuerait un peu le choc. Dans mon esprit, je comparais cela à surprendre son partenaire en train de tromper et avoir un instant pour se préparer au coup de poing émotionnel. Il prit une grande inspiration et déclara « Vos soupçons étaient corrects. » Juste comme ça. Pas d'échappatoire, pas de mots adoucis. Il m'informa qu'il l'avait suivie jusqu'à un immeuble résidentiel. 3 fois, elle y était entrée seule et en était ressortie environ 2 heures plus tard, toujours accompagnée du même homme. Il avait obtenu le numéro de l'appartement et le nom de l'individu, Cody. Évidemment, je change le nom. Honnêtement, ma première pensée fut que je voulais retrouver ce Cody, et disons simplement que je n'avais pas des intentions pacifiques. Mais ensuite, j'ai réalisé que ce n'était pas le but. Le vrai problème, c'était que ma copine, la femme que j'adorais, m'avait trahi. C'est sur cela que je devais me concentrer. L'enquêteur fit glisser l'enveloppe sur le bureau vers moi. Je l'ouvris et là, elles étaient, des photos. Des clichés d'elle et de ce Cody devant l'immeuble, en train de s'enlacer, de se tenir la main, de s'embrasser devant sa voiture. Tout était là, en noir et blanc. Une preuve incontestable. J'ai failli perdre la raison. J'ai failli m'effondrer sur place, dans son bureau. C'était une chose de soupçonner, d'avoir une intuition. Mais voir la vérité de mes propres yeux, c'était une toute autre expérience. L'évidence visuelle était écrasante. J'ai réussi à retenir mes larmes, mais c'était difficile. Ce n'était pas seulement l'infidélité. C'était la réalisation que toute ma vie, l'avenir que j'avais imaginé avec elle, s'effondrait devant moi. La confrontation. Je ne savais pas exactement quoi faire ensuite. Mais je savais que je devais aller au bout de cette histoire, j'étais sur le point de la confronter. Quand je suis rentré à la maison, je lui ai demandé de s'asseoir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement dit d'une voix calme, nous devons parler. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle l'a vu sur mon visage.
Elle s'est assise, et j'ai simplement tout posé devant elle. Je l'ai informée que je savais pour la liaison. Je lui ai dit que j'avais engagé un détective privé. Je lui ai appris que j'avais des preuves. Sa première réaction fut la stupéfaction. Elle m'a simplement fixé, la bouche légèrement entr'ouverte. Puis, elle a essayé de se calmer, d'agir comme si rien ne s'était passé. Mais je n'allais pas laisser passer cela. Je lui ai raconté tout ce que l'enquêteur m'avait dit, l'immeuble résidentiel, Cody, tout. Et elle est juste restée là, silencieuse. Elle ne s'est pas défendue, elle ne s'est pas excusée, elle n'a même pas tenté de s'expliquer. Elle s'est contentée d'écouter. Plus je parlais, plus la colère montait en moi. Son silence était exaspérant. Elle ne semblait ni concernée ni désolée pour ce qu'elle avait fait. Finalement, je n'en pouvais plus. Je lui ai dit que je voulais rompre. J'ai déclaré, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas continuer ce jeu absurde. C'est fini. Et puis, elle a fait quelque chose de totalement inattendu. Elle a ri. Elle s'est levée comme pour m'intimider et a entamé un véritable monologue. « Tu veux me quitter ?» a-t-elle demandé. « Tu plaisantes ? Et alors ?» J'ai eu un peu d'excitation à côté. C'était juste physique, ça ne voulait rien dire. D'accord, je suis une infidèle, soit. Mais tu crois que tu vas aller où après ça ? Tu penses vraiment que tu trouveras quelqu'un comme moi ? Tu n'as toujours pas compris, après toutes ces années, que je suis hors de ta portée. C'était une seule fois, et c'est pour ça que tu veux détruire nos vies. Elle a continué longtemps sur ce ton. Essentiellement, elle tentait de me faire sentir chanceux. Comme si je devais simplement être reconnaissant d'être avec elle, même si elle me trompait. Tu peux y croire ? J'étais abasourdi. Je savais qu'elle était arrogante, je savais qu'elle avait une haute opinion d'elle-même. Mais là, c'était un tout autre niveau. Ce n'était pas une excuse sincère. Ce n'était même pas la réaction de quelqu'un qui s'était fait prendre et voulait arranger les choses. C'était la réaction de quelqu'un qui s'en fichait totalement. Une personne avec une attitude de mépris absolu, une mentalité de « je m'en fous ». On aurait dit que, dans son scénario idéal, j'accepterais simplement qu'elle était trop bien pour moi. Qu'elle ferait ce qu'elle voulait, et que je devais juste me contenter de suivre le mouvement. Elle croyait sincèrement que je n'aurais jamais le courage de partir. Voilà à quel point elle était sûre d'elle. Ces paroles m'ont frappé comme une tonne de briques. J'avais déjà ressenti de la douleur et de la colère auparavant, mais là, c'était différent. Là, c'était une fureur pure. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit à quel point je la détestais. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais c'était dans ce ton-là. Puis, je suis sorti. Je n'ai pas pris de sac. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai simplement franchi la porte. Je ne pouvais pas supporter d'être une seconde de plus dans la même pièce qu'elle. Je me sentais complètement trahi. C'était fini. Les conséquences. J'ai fini par passer la nuit dans un motel bon marché. Je ne pouvais pas retourner à la maison, pas encore. J'avais juste besoin d'être seul et de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Je suis resté allongé dans ce lit inconfortable, fixant le plafond, rejouant la confrontation encore et encore dans ma tête. Je n'arrivais pas à croire à sa réaction. C'était tout simplement impensable. Le lendemain, je suis retourné à la maison pour récupérer quelques affaires. Je pensais qu'elle serait au travail, mais elle était là. Elle semblait avoir pleuré, mais elle essayait de jouer la dure, comme si tout allait bien. Et là, écoute ça. Elle a eu le culot de dire, avec un petit sourire narquois, « Je savais que tu reviendrais. » Comme si je venais juste de faire un caprice et que je rampais de retour vers elle. Je n'ai rien dit. Je suis juste entré et j'ai pris des vêtements, des articles de toilette et quelques affaires essentielles. Je savais que je ne pouvais pas tout emporter en une seule fois, mais tout ce que je voulais, c'était sortir de là au plus vite. J'ai simplement répondu, je reviendrai chercher le reste plus tard. Elle est restée là à me fixer, le visage plein d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que je partais vraiment. Elle n'a rien dit jusqu'à ce que je sois presque dehors. Puis, elle a juste murmuré quelque chose dans sa barbe, que je n'ai pas compris et, honnêtement, je m'en fichais. J'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait agi ainsi. J'ai encore du mal à me l'expliquer. Peut-être cherchait-elle une validation ou une excitation en dehors de notre relation.
Peut-être était-elle angoissée à l'idée de vieillir ou à propos de notre routine. Peut-être qu'elle me voyait comme un mari sûr, fiable, affectueux, mais aussi comme quelqu'un qu'elle considérait en dessous d'elle. Et peut-être que, parce qu'elle avait toujours pensé ainsi, l'infidélité ne lui semblait pas être un problème majeur. Elle l'avait déjà justifié dans sa tête. Bien sûr, tout cela n'est que supposition. J'essaie simplement de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. L'après. Après mon départ, elle a commencé à me contacter. Les premiers messages étaient moqueurs et sarcastiques, comme si elle trouvait tout ça ridicule et pensait que j'allais finir par revenir. Elle était persuadée que je bluffais, que je ne partirais pas vraiment. Mais quelques jours plus tard, je suis retourné à la maison avec un ami pour récupérer le reste de mes affaires. Et là, elle était choquée. Elle ne pouvait pas croire que je prenais cela au sérieux. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a compris que c'était vraiment fini. L'un de ses derniers messages disait « J'espère que tu sais que tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi sérieusement », je l'ai bloqué après ça. Je n'en pouvais plus. C'était tout simplement trop. D'accord, passons à autre chose. Toute cette rupture avec Chloé a été un désastre et il m'a fallu un certain temps pour retrouver mes repères. Mais la vie continue, non? Quelques mois plus tard, j'ai eu ma réunion des 15 ans du lycée. Je n'étais pas sûr de vouloir y aller, mais plusieurs de mes amis m'ont convaincu. Finalement, c'était une excellente soirée. C'était agréable de revoir toutes ces anciennes connaissances, de retrouver des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Une ambiance joyeuse et légère, vraiment plaisante. Et puis, il y avait Véronica. Véronica faisait partie de ma promotion au lycée. C'était une fille grande et incroyablement belle. Nous étions en bons termes, nous avions suivi quelques cours ensemble, mais nous n'étions pas particulièrement proches. C'était le genre de fille naturellement cool, vous voyez? Après le lycée, elle était devenue mannequin, et pas n'importe laquelle, une mannequin à succès. Je l'avais vue dans certains magazines et publicités en ligne. Si vous suivez un peu la mode, vous pourriez même reconnaître son nom. Je ne lui avais pas parlé depuis au moins 7 ans, peut-être plus. Donc, je suis à cette réunion, je passe un bon moment, et je réalise que Véronica n'est pas là. En revanche, sa meilleure amie du lycée est présente. Elles sont toujours aussi proches, ce que j'ai trouvé génial. Cela montrait que Véronica n'avait pas tant changé malgré sa réussite. Je suis allé voir son amie, juste pour lui dire bonjour et prendre des nouvelles. Nous avons discuté, et elle avait un grand sourire sur le visage tout le temps. Puis, quand j'ai mentionné Véronica, son sourire s'est encore élargi. Elle a fait une grimace et a ajouté « Je sais qu'elle va me tuer de te dire ça, mais tu sais qu'elle a toujours eu un faible pour toi. » J'ai juste ri. Franchement, Véronica? Une mannequin à succès qui aurait un faible pour moi? Cela semblait complètement absurde. Même au lycée, nous n'évoluions pas dans les mêmes cercles. Nous étions amicaux, mais rien de plus. Il n'y avait aucune chance. Et maintenant qu'elle était mannequin, c'était encore plus improbable. C'était flatteur, bien sûr, de penser qu'une fille comme elle pouvait me trouver attirant. Mais j'imaginais que ce n'était qu'un vieux souvenir du lycée, un détail qu'elle avait oublié depuis longtemps. J'ai dit à son amie que je doutais même que Véronica se souvienne de moi. Mais elle a insisté. Elle m'a expliqué que Véronica lui avait demandé de me surveiller pendant la réunion, de voir si j'avais toujours l'air aussi bien qu'à l'époque du lycée. Puis elle a ajouté, elle est toujours intéressée par toi. Alors, si tu es célibataire et que tu n'as pas peur des filles avec un peu de bagage, autant tenter ta chance. J'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à cette conversation. C'était tellement inattendu. Je ne vais pas mentir, ça faisait du bien. Savoir qu'une fille comme Véronica s'intéressait à moi, surtout après ce qui s'était passé avec Chloé. C'était comme si la vie me donnait une nouvelle opportunité. Mon ex aurait dit qu'elle était hors de ma ligue, et pourtant, elle avait soi-disant un faible pour moi. Cela m'a fait comprendre à quel point les remarques de Chloé étaient inutiles et à quel point elle avait voulu me rabaisser. Cela m'a donné un véritable regain de confiance. Tenter sa chance. Après cette reconnexion, j'ai décidé de tenter ma chance. Après tout, qu'avais-je à perdre? J'ai cherché Véronica en ligne, comme disent les jeunes, je l'ai trouvée sur Instagram et je lui ai envoyé un message. J'ai aussi prévenu son amie que j'allais la contacter, au cas où elle ne verrait pas les messages provenant de personnes qu'elle ne suivait pas. Je ne voulais pas que mon message se perde dans la masse. Puis j'ai attendu. Et attendu. Et attendu encore.
5 jours sont passés sans réponse. Honnêtement, j'avais fini par oublier. Je me suis dit qu'elle était probablement occupée ou que son ami avait exagéré les choses. Cela ne m'inquiétait pas trop. Mais finalement, elle a répondu, et son message était très enthousiaste. Elle a écrit « Oh mon Dieu, Case, ça fait tellement longtemps ». On dit souvent que plus une femme répète de lettres dans son texte, plus elle est intéressée. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cela me semblait être un bon signe. Nous avons commencé à échanger des messages, à rattraper le temps perdu. Nous avons parlé du lycée, de ce que nous étions devenus, de nos carrières, de nos familles, de tout. Après quelques jours, Véronica m'a proposé de passer sur FaceTime. Elle m'a dit qu'elle en avait assez de taper autant. Bien sûr, j'étais ravi, et nous avons commencé à faire des appels vidéo presque tous les jours. Une connexion plus profonde. À travers ces appels vidéo, j'ai appris beaucoup sur sa vie de mannequin. Elle m'a tout raconté sur l'industrie, les voyages, les séances photos, les hauts et les bas. Elle était à Bruxelles à ce moment-là, travaillant sur une campagne, et elle m'a même envoyé quelques photos du tournage. C'était fascinant et incroyable de la voir dans son élément. Cela nous a aussi permis de créer un lien plus profond, malgré la distance de milliers de kilomètres. Après quelques semaines de communication quotidienne, notre relation a commencé à ressembler à bien plus qu'une simple amitié. Nous ne l'avions pas encore officialisée, mais cela semblait évident. Alors, j'ai décidé d'être un peu cliché et de lui demander directement « Qu'est-ce que nous sommes ?» Elle a ri et a répondu que nous étions de très bons amis, mais qu'elle voulait plus. J'ai pris cela comme un signal pour lui demander si elle voulait être ma petite amie. Elle a immédiatement accepté, sans hésitation. C'était une sensation incroyable. Le défi de la distance. Bien sûr, la distance était un défi. Elle voyageait à travers le monde pour son travail, tandis que moi, j'avais ma vie bien ancrée ici. J'avais déjà eu une relation à distance dans ma jeunesse, et je l'avais détestée. C'était difficile de maintenir le lien, de se sentir vraiment impliqué dans la vie de l'autre. Mais cette fois, c'était différent. C'était Véronica. Elle comptait déjà tellement pour moi que j'étais prêt à tout pour que cela fonctionne. Alors, j'ai réservé un vol pour Bruxelles afin de la voir. Elle y restait encore quelques semaines pour son projet, alors j'ai décidé que c'était le moment idéal pour la retrouver et découvrir un peu de son univers. Le voyage qui a tout changé. Le voyage était absolument magnifique. Bruxelles était splendide, bien sûr, mais être là avec Véronica rendait tout encore plus spécial. C'était comme un rêve devenu réalité. Ce voyage m'a appris que je ne devais pas renoncer à l'amour à cause d'une seule mauvaise expérience. Il y avait encore de bonnes personnes dans ce monde, des gens qui valaient la peine. Elle m'a même emmené sur un de ses shootings. J'ai pu la voir travailler, l'observer dans son élément, l'encourager depuis les coulisses et prendre quelques photos moi-même. C'était incroyable de la voir faire ce qu'elle aimait, et cela m'a encore plus rapproché d'elle. Pour la première fois, je me sentais vraiment intégré à sa vie. L'erreur Instagram. J'étais à Bruxelles, en train de vivre un moment magique avec Véronica. J'avais pris plein de photos durant son shooting, et j'ai décidé d'en partager quelques-unes sur Instagram. Mais au lieu de les poster sur mon profil principal, je les ai mises dans ma story amis proches, pensant que seules quelques personnes les verraient. Sauf que j'avais complètement oublié Chloé. Elle était toujours dans ma liste d'amis proches sur Instagram. Je n'utilise presque jamais cette application, donc je n'avais jamais pensé à la bloquer là aussi. Je l'avais bloquée partout ailleurs, mais pas sur Instagram. Une grosse erreur. Quelques heures après avoir posté les photos, j'ai reçu un message d'elle. Nous n'avions pas parlé depuis presque un an. Son message disait « C'est qui ça ? Pourquoi tu fais le groupie ?» avec un emoji ricanant à côté. J'ai simplement répondu calmement « C'est ma copine ». Rien de plus. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je pouvais voir la petite icône de saisie apparaître et disparaître plusieurs fois pendant les 10 minutes suivantes, comme si elle écrivait quelque chose, puis l'effaçait et recommençait. Finalement, elle a juste envoyé un message sarcastique, bien sûr. L'adieu final. C'est là que j'ai décidé d'y aller franchement. Je lui ai répondu, tu n'es pas obligé de me croire. Mais si tu pensais que tu étais hors de ma ligue, alors Véronica est carrément hors de ce monde. Puis j'ai ajouté, au fait, ton mec de l'époque, il va bien ? Je savais que ça allait la piquer. Elle a vu le message, mais n'a pas répondu. Et puis, je l'ai bloqué sur Instagram.
Je sais que c'était peut-être puéril de ma part, mais honnêtement, elle l'avait bien mérité. Je ne voulais plus qu'elle ait accès à ma vie, ni aucune occasion de m'énerver encore. Malgré tout, je dois avouer que j'étais curieux de savoir comment elle avait réagi. Le bonheur retrouvé. Et voilà, mes amis, c'est la fin de mon histoire. Ce fut un sacré voyage, mais je peux vous dire avec certitude que je n'ai jamais été aussi heureux. Véronica et moi sommes ensemble depuis notre voyage à Bruxelles, et pour être honnête, je pense à lui faire ma demande avant la fin de l'année. Mais ne lui dites pas. Véronica est une véritable bénédiction dans ma vie. Elle est gentille, drôle, intelligente, magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur, et elle me fait me sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Je suis tellement reconnaissant que les choses n'aient pas fonctionné avec Chloé, car sans ça, je n'aurais jamais rencontré Véronica. Je sais que certaines personnes pourraient me juger, dire que je suis avec elle juste parce qu'elle est mannequin, ou que les relations à distance ne marchent jamais. Mais je m'en fiche. Je refuse de laisser l'opinion des autres gâcher mon bonheur avec Véronica. Si ça ne marche pas, vous pourrez toujours revenir me dire « je te l'avais dit ». Mais, franchement, je ne pense pas que je reviendrai écrire une autre histoire ici. C'est donc mon histoire. Une histoire de trahison, de chagrin, mais aussi de découverte de l'amour et du bonheur dans les endroits les plus inattendus. Merci d'avoir écouté, ou lu, je suppose. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, et activez la cloche pour ne manquer aucune des histoires vraies et surprenantes qui vous entourent.